J'avais rêvé de ce jour depuis que j'étais petite fille. Marcher vers l'hôtel, la musique emplissant l'atmosphère, l'homme que j'aimais m'attendant avec un sourire. Mais à la place, j'ai eu droit à une zone de guerre déguisée en mariage. Je m'appelle Amélie Dubois, et ce qui devait être le plus beau jour de ma vie est devenu le début de ma véritable liberté. Tout a commencé à Paris, où j'ai rencontré Antoine à l'université. Nous étions étudiants en droit, tous deux avec de grands rêves et des cœurs pleins d'espoir. Il était charmant, intelligent, et avait un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Nous sommes tombés amoureux rapidement, comme cela arrive souvent quand on est jeune et qu'on croit que l'amour suffit à surmonter tous les obstacles. Après 3 ans ensemble, Antoine m'a demandé en mariage lors d'un voyage à Nice. C'était romantique, parfait, comme tiré d'un film. J'ai accepté sans hésiter, ignorant la petite voix en moi qui me rappelait que je n'avais pas encore rencontré sa famille. « C'est compliqué », me disait-il chaque fois que je posais la question. J'aurais dû prêter plus d'attention à cette excuse. Finalement, 2 mois après nos fiançailles, j'ai rencontré Madame Éléonore, la mère d'Antoine. C'était une femme imposante, aux cheveux teints d'un noir de jais, qui contrastait avec sa peau pâle et ridée par les années. Dès le premier instant, j'ai senti son regard m'évaluer comme si j'étais une marchandise sur un marché. « Alors c'est vous, la fille qui a attrapé mon Antoine ?» dit-elle en tenant son verre de Xérès. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Ce soir-là, dans sa luxueuse maison du 16e arrondissement, j'ai compris que pour elle, je n'étais qu'une intruse, quelqu'un qui menaçait de lui arracher son fils. Pendant les mois suivants, j'ai essayé de gagner son approbation. Je cuisinais des plats traditionnels français en suivant les recettes de ma grand-mère, je l'écoutais parler pendant des heures de ses voyages et de ses amitiés avec des gens importants. Je changeais même ma façon de m'habiller quand je savais que je la verrais. Rien ne fonctionnait. Chaque effort était accueilli par un sourire crispé et un commentaire acerbe déguisé en conseil. « Ma chère, ne trouvez-vous pas que cette robe est un peu ordinaire pour un dîner au Grand Véfour ? Ou votre famille ne vous a jamais appris que le dessert se mange avec la petite cuillère ? De petites piques qui sapètent mon estime de moi jour après jour. » Antoine restait toujours en marge. « C'est sa façon d'être, » me disait-il. « Elle s'habituera à toi. » Mais je voyais autre chose dans ses yeux quand sa mère commençait ses attaques. De la peur. Une peur profonde qui le paralysait et le transformait en complice silencieux. Malgré tout, nous avons poursuivi les préparatifs du mariage. Nous avons réservé l'église de la Madeleine, engagé le meilleur traiteur de Paris, et j'ai trouvé la robe parfaite dans une petite boutique près de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Tout semblait bien parti, bien que la tension montât à chaque réunion de famille. Une semaine avant le mariage, lors du dîner de répétition, Madame Éléonore a lâché sa première bombe. « Antoine m'a dit que vous pensiez acheter un appartement près du parc Monceau. Quel dommage qu'avec ton salaire de jeune avocate, vous puissiez à peine vous offrir quelque chose de décent. » Antoine est resté silencieux, étudiant son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Le jour du mariage est arrivé avec un ciel dégagé et un soleil radieux qui semblait se moquer de la tempête qui s'annonçait. Ma mère m'a aidée à m'habiller, ses mains tremblantes boutonnant chaque petit bouton de la robe. « Tu es magnifique, ma chérie, » dit-elle, les larmes aux yeux. Mon père attendait dehors, fier et nerveux à parts égales. La cérémonie s'est déroulée sans incident, bien que j'aie remarqué le regard de Madame Éléonore fixé sur mon dos pendant tout ce temps. Sa robe bleu marine, trop élaborée, semblait presque conçue pour rivaliser avec la mienne. Quand le prêtre a prononcé les mots « Si quelqu'un connaît un empêchement à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais », je jure que j'ai retenu ma respiration. C'est à la réception, dans les jardins d'un somptueux hôtel particulier près du parc Monceau, que tout a explosé. L'ambiance était magique. Des lumières douces suspendues aux arbres, des tables décorées de roses blanches et de bougies, de la musique classique flottant dans l'air chaud de juin. Cela semblait sorti d'un rêve. Après la première danse et les toasts initiaux, Madame Éléonore s'est levée sans y être invitée. Elle a frappé son verre avec une petite cuillère, réclamant l'attention de tous les invités. Son sourire n'atteignait pas ses yeux quand elle a commencé à parler. « Je veux proposer un toast aux mariés », dit-elle d'une voix mielleuse. Les invités ont levé leurs verres, ignorant ce qui allait suivre. À mon cher fils, qui a toujours été ma fierté, et à son choix. La pause était délibérée, chargée de venin. Bien que je doive avouer que j'ai toujours imaginé Antoine avec quelqu'un d'autre,
à sa hauteur. Un murmure a parcouru les tables. J'ai vu ma mère se crisper et mon père commencer à se lever, mais je leur ai fait signe de rester à leur place. C'était entre elle et moi. Après tout, continua-t-elle avec un sourire de plus en plus tordu, une famille comme la nôtre a certaines attentes. N'est-ce pas, Antoine ? Mon désormais mari s'est contenté d'acquiescer faiblement, sans me regarder dans les yeux. C'est ce petit geste, cette trahison silencieuse, qui m'a fait comprendre que ce n'était que le début. Alors, Madame Éléonore a porté le coup final. Elle a planté ses yeux dans les miens et, abandonnant toute prétention, a crié « Petit arriviste, si tu veux épouser mon fils, tu paieras 100 000 €. Sinon, fiche le camp d'ici immédiatement. » Le silence qui a suivi a été absolu. Les conversations ont cessé. La musique a semblé s'arrêter. Même le vent a paru retenir son souffle. J'ai senti des dizaines de regards se poser sur moi, attendant ma réaction. Mes doigts se tremblaient autour de ma coupe, mais ma voix est sortie ferme quand j'ai répondu « Je l'épouserai sans payer un centime, Madame Moreau. L'amour n'a pas de prix. Ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans ma mémoire pour toujours. » Avec un cri dramatique, elle m'a jeté son champagne directement au visage. Le liquide froid m'a frappé comme de la glace, trempant ma robe et mon maquillage soigneusement appliqués. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est ce qui a suivi. Tandis que je clignais des yeux pour enlever le champagne, j'ai cherché le regard d'Antoine, attendant de l'indignation, du soutien, n'importe quel signe qu'il était de mon côté. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Il riait. En essuyant le champagne de mes yeux, je me suis tournée vers lui, mon mari depuis quelques heures à peine, l'homme en qui j'étais censée avoir plus confiance qu'en quiconque. J'espérais voir de l'indignation, ou au moins de l'inquiétude. Mais à la place, Antoine riait. Ce n'était pas un rire nerveux ou poli. C'était un éclat de rire franc et sincère, comme si mon humiliation était un spectacle comique organisé pour son divertissement. À cet instant, tout a changé. Les mois que j'avais passés à le défendre auprès de mes amis, à me convaincre que son silence face à sa mère n'était pas de la faiblesse mais du respect, tout s'est effondré comme un château de cartes. Je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment, non seulement un spectateur, mais un participant actif à ma dégradation. Mes joues brûlaient, non pas à cause du champagne, mais à cause de la révélation que j'avais ignoré chaque signal d'alarme que l'amour avait tenté de me murmurer à l'oreille. Je me suis souvenu de toutes les fois où Antoine m'avait laissé seule affronter les commentaires venimeux de sa mère. Les occasions où il avait minimisé mes sentiments en me disant que j'étais trop sensible ou que j'exagérais. Les regards complices entre mère et fils que j'avais fait semblant de ne pas voir. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» lui ai-je demandé avec un calme que je ne me connaissais pas. Son rire s'est éteint progressivement, remplacé par un sourire condescendant. « Allons, Amélie, ne sois pas si dramatique. Ma mère plaisante, c'est tout. » « Plaisanter ? Tu trouves que c'est une plaisanterie ?» Ma voix restait basse, mais chaque mot sortait chargé d'une force qui naissait du plus profond de mon être. Madame Éléonore est intervenue, toujours debout, me regardant avec dédain. « Petite, à quoi t'attendais-tu ? Qu'on t'accueille à bras ouverts ? Une serveuse de Belleville qui épouse un Moreau ? C'est ridicule. » J'ai senti le sang me monter à la tête. Je n'avais jamais été serveuse à Belleville. J'étais avocate, tout comme Antoine. Mais la vérité n'avait jamais importé à cette femme. Dans son esprit, je serais toujours inférieure, quels que soient mes accomplissements. « Antoine, dis-je en me tournant vers lui, vas-tu permettre à ta mère de me parler ainsi le jour de notre mariage ?» Il a regardé sa mère, puis moi, puis le sol. Son silence fut sa réponse. Un silence qui parlait plus fort que n'importe quel mot. « Écoute, ma chérie, » dit-il finalement, s'approchant et baissant la voix comme s'il me faisait une faveur. « Ma mère est juste inquiète. Tu sais comment sont ces choses, la famille, le nom. C'est normal qu'elle veuille protéger ce qui est à nous. »« À nous ou à elle ?» demandai-je. « C'est la même chose, » répondit-il avec une simplicité qui me glaça. Ce fut alors que je compris. Il n'y avait pas de nous. Il n'y en avait jamais eu. Il y avait toujours eu lui et sa mère contre le monde, et je n'étais qu'un accessoire dans leur vie, un animal de compagnie qu'ils pouvaient garder tant qu'il était obéissant et ne causait pas de problème. Mon amie Hélène s'est approchée, inquiète. « Amélie, ça va ? Tu veux qu'on parte ? » Hélène, mon amie depuis la fac, celle qui m'avait mise en garde contre Antoine depuis le début. « Il a quelque chose dans le regard », m'avait-elle dit une fois.
quelque chose de froid quand il croit que personne ne le regarde. Je ne l'avais pas écouté. J'avais été si amoureuse, si aveugle. Madame Éléonore la toisa de haut en bas. Et celle-là, qui est-ce? Une autre de tes petites copines de la banlieue? Hélène se tendit visiblement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, je levai la main. C'était mon moment, ma bataille, et je savais déjà comment elle allait se terminer. Non, Hélène, on ne part pas, dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Je reste. C'est mon mariage, après tout. Je me suis tournée vers Antoine, qui semblait soulagé à l'idée que j'avais décidé de céder et de continuer la farce. Pauvre naïf. Antoine Moreau, dis-je, utilisant son nom complet comme sa mère le faisait quand elle était en colère contre lui. Je l'ai vu se recroqueviller légèrement. Sais-tu ce qui est le plus triste dans tout ça? Quoi? Demanda-t-il, clairement mal à l'aise avec l'attention que nous recevions. C'est que je t'aimais vraiment, de tout mon cœur. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Ma voix s'est légèrement brisée, mais je me suis vite reprise. Même supporter ta mère. Il y eut quelques rires nerveux parmi les invités. Madame Éléonore renifla d'indignation. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas supporter, continuai-je. Et c'est de me rendre compte que l'homme que j'ai épousé n'a pas de colonne vertébrale. Antoine pâlit. Amélie, s'il te plaît, tu fais une scène. Non, Antoine. C'est toi et ta mère qui faites une scène. Moi, je mets juste fin à une pièce qui n'aurait jamais dû commencer. J'ai enlevé mon alliance, que je n'avais portée que quelques heures, et je l'ai posée sur la table. Le petit tintement qu'elle a fait en touchant la surface a résonné dans mon esprit comme un coup de feu. Tu es renvoyé, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Son sourire a disparu instantanément, remplacé par la confusion et la peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Balbutia-t-il. Exactement ce que j'ai dit. Tu es renvoyé en tant que mari, que fiancé, que petit ami, et que tout ce que tu as pu être dans ma vie. C'est fini. Toute la salle à manger est restée silencieuse. Je pouvais sentir la tension, presque la toucher. C'était comme si l'air s'était solidifié, nous piégeant tous dans ce moment qui semblait s'étirer à l'infini. Tu ne peux pas faire ça, intervint Madame Éléonore, sa voix plus aiguë que d'habitude. Vous êtes déjà mariés. Il y a des papiers signés. Je me suis tournée vers elle avec un sourire qui ne contenait pas la moindre once de chaleur. Des papiers qui peuvent être annulés. Un mariage qui a duré moins longtemps que ce maquillage ruiné. J'ai montré mon visage, maintenant maculé par le champagne, et quelques larmes qui s'étaient échappées sans permission. Considérez cela comme un cadeau, Madame Moreau. Je vous rends votre précieux fils, intact, et aussi dépendant de vous que toujours. Antoine semblait sous le choc. Amélie, calmons-nous tous. Nous pouvons en parler en privé. Il n'y a rien à dire, Antoine. Tu as déjà tout dit avec ton silence et avec ton rire. Je me suis tournée pour regarder les invités, une mère de visage surpris et certains, je dois l'admettre, légèrement amusés. J'ai reconnu mes collègues de travail, mes cousins venus d'Aix-en-Provence, les quelques amis d'Antoine qui semblaient aussi mal à l'aise que si on leur avait servi de la nourriture avariée. Je suis désolée que vous soyez venus jusqu'ici pour rien, dis-je en m'adressant à tous. Le banquet est payé, alors s'il vous plaît, restez et profitez-en. Considérez cela comme une célébration de ma liberté plutôt que de mon mariage. Ma mère s'est levée et s'est approchée de moi. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude, mais aussi d'une fierté que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Ma fille », murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras. « Je vais bien, maman », l'assurai-je. Et le plus surprenant, c'est que j'allais vraiment bien. Je sentais une légèreté, comme si je m'étais débarrassée d'un poids que je ne savais même pas que je portais. « Tu es sûre de toi ?» demanda mon père en nous rejoignant. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien de ma vie, » répondis-je. Pendant ce temps, Antoine restait paralysé, son visage un mélange d'incrédulité et de panique. Madame Éléonore, en revanche, était passée du choc à la fureur. Son visage était devenu d'un rouge intense qui jurait avec le rouge à lèvres qui avait légèrement coulé. « C'est inadmissible !» cria-t-elle. « Une honte! Comment oses-tu humilier ainsi ma famille ?» J'ai éclaté d'un rire qui me surprit moi-même. « Moi? Humilier votre famille? Madame Moreau, vous avez fait tout le travail. Je ne fais que donner à cette farce la fin qu'elle mérite. » Je me suis tournée vers Antoine une dernière fois. Une partie de moi, une petite partie stupide, espérait encore qu'il réagisse, qu'il montre un peu de dignité, qu'il affronte sa mère pour une fois dans sa vie.
mais je n'ai vu qu'un enfant effrayé dans le corps d'un homme, incapable de couper le cordon ombilical qui le liait à cette femme aigrie. « Adieu, Antoine, » dis-je doucement. « J'espère qu'un jour tu trouveras ta voie. » Et sur ce, j'ai tourné les talons et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Hélène m'a suivi immédiatement, ainsi que ma cousine Sophie et quelques autres amis. Je pouvais sentir tous les regards braqués sur mon dos, mais cela ne m'importait plus. Chaque pas que je faisais m'éloignait d'une vie de soumission et me rapprochait d'une vie de liberté. Derrière moi, j'ai entendu le fracas d'une chaise qui tombait, puis la voix d'Antoine, trouvant enfin un peu de volume. « Amélie, attends !» Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas regardé en arrière. Certaines histoires ne méritent pas un deuxième chapitre. Le silence après mes mots fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Les invités, encore abasourdis, s'écartaient comme des vagues, tandis que je passais entre eux. Ma robe, maintenant collée à ma peau par le champagne, était ruinée, mais je marchais la tête haute. Personne ne m'a arrêtée, pas même lui, surtout pas lui. Dehors, l'air nocturne de Paris avait un goût de liberté. Mon cœur battait la chamade, non pas de regret, mais de clarté. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai simplement marché jusqu'au trottoir, pieds nus, mes talons à la main, et j'ai hélé un taxi. En attendant, j'ai vu mon reflet dans une vitrine. Une femme trempée de champagne, mais droite et fière. Pour la première fois depuis des mois, je me reconnaissais. « Où allez-vous, mademoiselle ?» demanda le chauffeur de taxi quand il arriva enfin, me regardant avec une curiosité à peine dissimulée. Ce n'est pas tous les jours qu'on prend en charge une mariée trempée et pieds nus. « À l'hôtel Regina Opera, s'il vous plaît, » répondis-je avec un calme qui me surprit. Pendant le trajet, Paris brillait de ses lumières nocturnes, indifférente à mon petit drame personnel. Nous sommes passés à côté de couples qui se promenaient, main dans la main, de groupes d'amis qui riaient devant des bistrots, de touristes qui photographiaient la place de l'Opéra illuminée. La vie continuait, et d'une certaine manière, cela me réconfortait. Le chauffeur, un homme âgé aux yeux bienveillants, me regardait occasionnellement dans le rétroviseur. Finalement, ne pouvant contenir sa curiosité, il demanda « Mauvaise soirée ?» J'ai laissé échapper un petit rire. « La pire. »« Et la meilleure » répondis-je. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait parfaitement cette contradiction. « Parfois, les pires soirées sont le début des meilleurs jours », dit-il avec une sagesse qui ne peut venir que de celui qui a suffisamment vécu. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai essayé de le payer, mais il a secoué la tête. « C'est pour la maison. On dirait que vous avez déjà assez payé aujourd'hui. » Je l'ai remercié avec un sourire sincère et je suis entrée dans l'hôtel. Le réceptionniste, un jeune homme en costume impeccable, a écarquillé les yeux en me voyant, mais a gardé son professionnalisme. « En quoi puis-je vous aider, mademoiselle ? J'ai besoin d'une chambre pour cette nuit, » dis-je en sortant ma carte de crédit. L'ironie ne m'échappait pas. Cette carte aurait dû payer ma lune de miel aux Maldives la semaine suivante. Pas une chambre d'hôtel improvisée. « Bien sûr, à quel nom ? » ?»« Amélie Dubois, » répondis-je, utilisant mon nom de jeune fille avec un plaisir renouvelé. Juste Amélie Dubois. Une fois dans la chambre, j'ai enlevé la robe ruinée, la laissant tomber au sol comme un symbole de tout ce que je laissais derrière moi. Je suis entrée sous la douche et j'ai laissé l'eau chaude laver le champagne, le maquillage coulant et, métaphoriquement, les 3 dernières années de ma vie. Pendant que l'eau coulait sur ma peau, les pensées aussi coulaient librement. Comment en étais-je arrivée là ? À quel moment avais-je permis à mon amour pour Antoine d'éclipser tous les signaux d'alarme ? Quand avais-je commencé à me faire petite pour que lui et sa mère se sentent grands ? Je me suis souvenue de notre premier rendez-vous dans ce café près de la fac, de la façon dont ses yeux brillaient quand il parlait de ses projets d'avenir. Je me suis souvenue de notre premier voyage ensemble à Lyon, marchant sur les quais de Saône main dans la main, nous sentant invincibles. Et je me suis souvenue de la première fois qu'il a mentionné sa mère, ce léger tremblement dans sa voix, que j'avais alors interprété comme du respect et que je reconnaissais maintenant comme de la peur. Je suis sortie de la douche, je me suis enveloppée dans le peignoir de l'hôtel et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le Paris nocturne. La ville vibrait de vie, étrangère à ma petite tragédie personnelle. Je me sentais étrangement en paix. Mon téléphone, que j'avais laissé en mode silencieux, affichait des dizaines d'appels manqués et de messages. La plupart venaient de mes parents et de mes amis, inquiets. Certains venaient d'Antoine, ses mots de plus en plus désespérés,
S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Ma mère ne voulait pas dire ça. Je t'aime. Cette dernière phrase, qui auparavant aurait fait chavirer mon cœur, me semblait maintenant vide. Parce que l'amour, le véritable amour, n'était pas ce qu'Antoine ressentait pour moi. L'amour ne vous demande pas de vous faire petite, de vous soumettre, d'accepter les abus comme faisant partie du marché. J'ai d'abord appelé mes parents, leur assurant que j'allais bien, que j'avais besoin d'espace et que je les verrais demain. Ma mère a un peu pleuré, mais j'ai aussi entendu de la fierté dans sa voix quand elle a dit « Tu as toujours été la plus forte de nous, ma chérie. » Ensuite, j'ai appelé Hélène, qui était déjà en route pour l'hôtel avec des vêtements de rechange et, selon ses mots, assez de glace et de vin pour noyer les chagrins d'un continent entier. Quand elle est arrivée, elle m'a serrée dans ses bras sans dire un mot. Ce n'était pas nécessaire. Nous nous sommes assises sur le lit, mangeant de la glace directement dans le pot et buvant du vin dans les gobelets en plastique de la salle de bain. « Tu sais, » dit-elle finalement, « j'ai toujours su que tu étais courageuse. Mais aujourd'hui, tu as été sacrément épique. » J'ai ri, sentant le vin faire effet. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais obligée, comme s'il n'y avait pas d'autre option. « C'est exactement ça le courage, » répondit-elle. « Faire ce qui est nécessaire, même si ça te fait peur. » Nous sommes restées silencieuses un moment, le seul son étant le doux murmure de la circulation qui montait de la rue. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Je n'en ai aucune idée, » admis-je. « Je suppose qu'annuler le mariage sera la première étape. Ensuite, je ne sais pas. Peut-être que je prendrai ces vacances aux Maldives toute seule. Tu sais quoi ? Tu devrais le faire. Tu le mérites. » L'idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Pourquoi pas ? Tout était déjà payé. Le billet était à mon nom. La réservation de l'hôtel aussi. Antoine avait insisté là-dessus, pour garder la surprise de la lune de miel. Maintenant, je me demandais si ce n'était pas plutôt parce qu'il prévoyait de changer d'avis au dernier moment, peut-être en incluant sa mère dans le voyage. « Je crois que je vais le faire, » dis-je, sentant une émotion pétillante qui n'était pas seulement due au vin. « Je vais partir aux Maldives, seule. »« Ça, c'est ma fille, » sourit Hélène, trinquant son gobelet en plastique contre le mien. Cette nuit-là, j'ai dormi étonnamment bien, sans rêve, sans cauchemar, juste un repos profond et réparateur. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par la sonnerie de mon téléphone. C'était un message de mon père. « Quand tu seras prête, nous venons te chercher. Nous t'aimons. » Je me suis habillée avec les vêtements qu'Hélène m'avait apportés. Un jean, un t-shirt simple et des baskets confortables. Des vêtements normaux, d'une femme normale, qui était sur le point de commencer une vie extraordinairement nouvelle. En ramassant mes quelques affaires, j'ai trouvé le voile qui avait été oublié dans un coin de la chambre. Je l'ai tenu dans mes mains, sentant le tissu délicat entre mes doigts. Ce petit morceau de tulle avait été témoin de ma plus grande humiliation et de ma plus grande libération. Un instant, j'ai pensé à le jeter, mais au lieu de cela, je l'ai soigneusement rangé dans mon sac, non pas comme un souvenir romantique, mais comme un rappel de ma propre force. Quand je suis sortie de l'hôtel, mes parents m'attendaient dans la voiture. Ma mère est sortie en courant et m'a serré fort dans ses bras, comme si elle craignait que je ne m'évanouisse. Mon père, plus contenu mais tout aussi ému, a attendu son tour pour m'envelopper dans ses bras. « Je suis fière de toi, ma petite », murmura-t-il à mon oreille. Je l'ai toujours été, mais jamais autant que maintenant. À ce moment-là, j'ai senti que les larmes que j'avais retenues se libéraient enfin. Ce n'étaient ainsi pas des larmes de tristesse pour ce que j'avais perdu, mais de gratitude pour ce que j'avais trouvé, ma propre voie. Sur le chemin du retour, nous sommes passés près de l'hôtel particulier, où, quelques heures auparavant, j'aurais dû célébrer ma réception de mariage. J'ai vu les employés démonter les tables, ramasser les fleurs qui semblaient maintenant fanées sous la lumière du jour. « Tu veux qu'on prenne un autre chemin ?» demanda mon père, remarquant mon regard. « Non, » répondis-je fermement. « Celui-ci est bien, parce que je n'avais plus besoin d'éviter les souvenirs. Je n'avais plus peur de les affronter. Chaque table qu'il démontait, chaque décoration qu'il retirait, était un pas de plus vers ma nouvelle vie. Cet après-midi-là, alors que j'étais assise sur le canapé de la maison de mes parents, on a sonné à la porte. C'était l'avocat de la famille, Maître Jacques, un homme qui m'avait vu grandir et qui me regardait maintenant
avec un mélange d'inquiétude et de respect. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il sans préambule. « Je suis là pour t'aider avec l'annulation. » Je lui ai souri, reconnaissante. « Merci, maître Jacques, mais je crois que je peux m'en charger moi-même. Après tout, je suis avocate. » Il a hoché la tête, un sourire de fierté illuminant son visage ridé. « Je sais, et une excellente, de plus. Mais même les meilleurs avocats ont besoin d'aide quand il s'agit d'affaires personnelles. » Il avait raison, bien sûr. J'ai accepté son aide, et ensemble, nous avons commencé à préparer les documents nécessaires pour annuler un mariage qui avait duré moins longtemps que le champagne sur ma robe. Ce soir-là, alors que j'étais allongée dans mon ancienne chambre, regardant les étoiles fluorescentes qui avaient décoré mon plafond depuis l'enfance, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était l'assistante d'Antoine au cabinet où nous travaillions tous les deux. « Amélie, désolée de te déranger. Antoine n'est pas venu travailler aujourd'hui. Le patron est furieux et demande si tu sais quelque chose. Il veut aussi savoir si tu reviendras demain. » Je suis restée à regarder le message, ressentant un étrange mélange d'émotions. D'un côté, une partie mesquine de moi se réjouissait qu'Antoine subisse des conséquences. De l'autre, je m'inquiétais de la façon dont cela affecterait ma propre position au cabinet. Après y avoir réfléchi un moment, j'ai répondu. Je serai là demain à la première heure. Quant à Antoine, je n'ai aucune idée d'où il est. Ce n'est plus ma responsabilité. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. Antoine n'était plus ma responsabilité. Ses problèmes, ses insécurités, son incapacité à affronter sa mère, tout cela ne me concernait plus. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé de mariage ruiné, ni de champagne sur mon visage. J'ai rêvé de plages de sable blanc, d'eau cristalline, et d'une femme qui marchait seule mais pas solitaire, libre mais pas perdue, blessée mais pas brisée. Et quand je me suis réveillée, j'ai su que cette femme, c'était moi. Le lendemain matin, j'ai officiellement annulé le mariage. Le lieu, les prestataires, tout. Ce fut un appel après l'autre, expliquant vaguement qu'il y avait eu un problème insoluble et que la célébration n'aurait plus lieu. La plupart des employés semblaient incompréhensifs, comme si ce n'était pas la première fois qu'un mariage était annulé à la dernière minute. Ce n'était probablement pas le cas. La partie la plus difficile a été de gérer l'argent. Antoine et moi avions tout payé moitié-moitié, sauf la robe et quelques détails qui avaient été pris en charge par mes parents. J'ai décidé de ne pas me battre pour le remboursement des acomptes. L'argent ne valait pas le stress de devoir me coordonner avec lui, ou pire encore, avec Madame Éléonore. Après avoir terminé les annulations, j'ai publié un bref message sur mes réseaux sociaux. Parfois, le plus beau jour de votre vie est celui où vous vous éloignez. Je n'ai pas mentionné Antoine, ni le mariage, ni l'incident. Ce n'était pas nécessaire. Ceux qui étaient là le savaient déjà. Et pour les autres, cela pouvait être n'importe quelle réflexion philosophique du dimanche matin. Je ne m'attendais pas à l'avalanche de réponses que j'ai reçues. Cela a commencé par des messages privés de certaines invitées qui avaient été témoins de mon humiliation. Des messages de soutien, d'admiration même. « Tu as été si courageuse », a écrit une cousine éloignée. « J'aimerais avoir eu ton courage quand quelque chose de similaire m'est arrivé », a avoué une ancienne camarade d'université. Mais ce qui m'a vraiment surprise, ce sont les messages de femmes que je ne connaissais même pas. Des amis d'amis, des connaissances de connaissances, qui d'une manière ou d'une autre avaient entendu parler de ce qui s'était passé et voulaient partager leurs propres histoires. Des histoires de relations toxiques, de belles-mères manipulatrices, de partenaires qui n'avaient jamais défendu ce qui était important. Au début, je ne savais pas comment répondre. Je me sentais dépassée, presque comme si j'envahissais l'intimité des autres. Mais ensuite, j'ai compris que ces femmes ne cherchaient pas de conseils, ni de solutions. Elles cherchaient à être entendues, reconnues dans leur douleur. Et pour une raison quelconque, mon petit acte de rébellion leur avait donné la permission de parler. Une semaine après le mariage raté, je suis retournée au cabinet. J'avais repoussé ce moment, travaillant à distance sous prétexte de préparer les documents pour l'annulation. Mais je ne pouvais pas me cacher éternellement. Quand je suis entrée dans l'élégant immeuble du boulevard Malesherbes où je travaillais, j'ai senti tous les regards sur moi. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, surtout parce qu'Antoine n'était toujours pas revenu travailler. « Amélie » m'a appelé Romain, l'un des associés, depuis la porte de son bureau. « Pouvez-vous venir un instant ? Je me suis préparée au pire. Allait-il me licencier à cause du scandale ?
Allait-il me demander de prendre un congé sans solde jusqu'à ce que tout se calme? Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Romain, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants prématurément et à la réputation d'être strict mais juste. J'ai entendu ce qui s'est passé à votre mariage. Monsieur, je vous assure que cela n'affectera pas mon travail, commençai-je. Mais il m'interrompit d'un geste. Je ne suis pas inquiet pour votre travail, Amélie. Vous avez toujours été exemplaire. Il fit une pause, comme pour peser ces mots suivants. Je suis inquiet pour vous. Et franchement, aussi pour la réputation du cabinet. Mon cœur se serra. Voilà, le licenciement élégant. La mère d'Antoine est une cliente importante, continua-t-il. Et elle a, disons, fait circuler sa version des faits. Je comprends, dis-je, gardant ma voix aussi professionnelle que possible. Si vous pensez qu'il est préférable que je cherche un autre emploi... Quoi? Non, non. Romain se pencha en avant. Ce que je veux vous dire, c'est de faire attention. Madame Moreau a de l'influence, et elle semble déterminée à l'utiliser contre vous. Je suis restée silencieuse, digérant ses paroles. D'un autre côté, continua-t-il, Antoine a présenté sa démission ce matin, par email. Il n'a même pas eu la décence de venir en personne. Cela m'a surprise. Antoine aimait son travail. Du moins, c'est ce que je croyais. L'affaire Martinez qu'il gérait, elle est à vous maintenant. Si vous la voulez, bien sûr. L'affaire Martinez. Une affaire très médiatisée sur les droits du travail dont Antoine se vantait depuis des mois. Et maintenant, on me la proposait? Bien sûr que je la veux, répondis-je sans hésiter. Bien. Romain sourit pour la première fois. Je savais que vous diriez ça. Les documents sont sur votre bureau. La première audience a lieu la semaine prochaine. Je suis sortie de son bureau avec un mélange d'émotions. La peur des menaces voilées de Madame Éléonore, la confusion face à la démission soudaine d'Antoine, et une excitation croissante pour l'opportunité professionnelle que je venais de recevoir. Ce soir-là, assise dans mon nouvel appartement, j'en avais loué un petit mais lumineux près des Batignolles, refusant de retourner dans celui que j'allais partager avec Antoine, j'ai décidé de faire quelque chose de toutes ces histoires que des femmes avaient partagées avec moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Je ne prétendais pas écrire un manifeste ni une analyse sociologique. Je voulais juste honorer ces confessions, ces blessures ouvertes, ces moments de courage. J'ai écrit pendant des heures, jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal et que mes yeux me brûlent. Quand j'ai terminé, j'avais un article de 5 pages intitulé « Le prix du silence ». Quand aimer signifie disparaître. Je l'ai relu une fois, j'ai fait quelques corrections, et avant de pouvoir le regretter, je l'ai envoyé à un blog féministe que je suivais depuis des années. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il soit publié. C'était juste une façon de clore ce chapitre, de transformer toute cette douleur en quelque chose de tangible, quelque chose que je pouvais laisser derrière moi. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de la rédactrice en chef du blog. Non seulement il voulait publier mon article, mais il m'offrait une chronique régulière. « Votre voix est exactement ce dont nous avons besoin », disait l'email. Direct, honnête, sans artifice. Ma première réaction fut la panique. Moi, écrire régulièrement? Je ne me considérais même pas comme une écrivaine. J'étais avocate, pour l'amour de Dieu. Mais ensuite, j'ai pensé à toutes ces femmes qui m'avaient écrit, qui m'avaient confié leurs histoires. Peut-être que c'était une façon de leur rendre quelque chose. J'ai accepté l'offre, à condition de pouvoir écrire sous un pseudonyme. Non pas par peur de Madame Éléonore, bien que cela ait aussi influencé, mais parce que je voulais séparer ma vie professionnelle d'avocate de cette nouvelle facette. C'est ainsi qu'est née La fiancée rebelle, mon alter ego littéraire. Chaque semaine, j'écrivais sur les relations toxiques, sur la pression sociale, sur la liberté de choisir. Et chaque semaine, je recevais des dizaines de messages de femmes qui se voyaient reflétés dans mes mots. L'affaire Martinez s'est avérée aussi importante que prévu. Je représentais un groupe de travailleurs d'une multinationale qui avait été licencié injustement après avoir tenté de former un syndicat. C'était une affaire complexe, avec des ramifications qui allaient jusqu'à Bruxelles. J'ai travaillé jour et nuit, plongé dans les documents, préparant des arguments, interrogeant des témoins. Le jour de la première audience, je me suis présentée au tribunal avec une confiance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'étais plus l'Amélie qui se faisait petite pour ne pas déranger. J'étais une avocate compétente, une femme qui avait trouvé sa voie. L'audience fut un succès.
Le juge s'est prononcé en notre faveur sur les points préliminaires, établissant un précédent favorable pour le reste de l'affaire. Quand je suis sortie du tribunal, plusieurs journalistes m'attendaient. « Comment vous sentez-vous après avoir remporté cette première bataille ?» demanda l'un d'eux. « Ce n'est que le début, » répondis-je. « Ces travailleurs méritent justice, et nous allons nous assurer qu'ils la reçoivent. » Ma photo est parue dans plusieurs journaux le lendemain. Je n'étais pas exactement célèbre, mais dans le monde juridique, mon nom commençait à circuler. C'est alors que j'ai reçu la première menace. Une enveloppe anonyme sur mon bureau, avec une coupure de ma photo du journal, et une simple phrase écrite en lettres découpées « Attention à ce que tu désires ». Je savais parfaitement de qui cela venait. Il n'y avait qu'une seule personne capable d'un tel drame infantile. Mais au lieu de m'effrayer, la menace m'a donné des forces. Si Madame Éléonore continuait à essayer de m'intimider, cela signifiait qu'elle me considérait comme une menace. Et ça, d'une manière tordue, c'était un compliment. 6 mois après mon mariage raté, ma vie avait complètement changé. Ma chronique en tant que la fiancée rebelle avait des milliers de lectrices. L'affaire Martinez progressait favorablement. J'avais été invitée à donner des conférences dans plusieurs universités sur les droits du travail. J'avais même recommencé à sortir, non pas à la recherche d'une relation sérieuse, mais simplement en profitant de rencontrer de nouvelles personnes, sans l'ombre d'Antoine ou de sa mère planant sur moi. C'est après l'une de ces conférences universitaires qu'une jeune étudiante s'est approchée de moi. Elle avait les yeux rougis, comme si elle avait pleuré. « Excusez-moi, Madame Dubois », dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai lu tous vos articles en tant que la fiancée rebelle. Je suis restée figée. C'était censé être mon secret. Ne vous inquiétez pas, ajouta-t-elle rapidement, remarquant mon expression. Je ne le dirai à personne. C'est juste que vos mots m'ont sauvée. J'étais dans une relation, comme la vôtre, et je ne savais pas comment en sortir. Je l'ai regardée, si jeune, si vulnérable, et j'ai ressenti une connexion immédiate. Et maintenant, demandai-je doucement, maintenant, je suis libre, sourit-elle à travers les larmes. Grâce à vous. À ce moment-là, j'ai compris que ma douleur n'avait pas été vaine. Elle s'était transformée en quelque chose de plus grand que moi. Elle était devenue pouvoir, lumière, espoir pour d'autres. Et cela, plus que toute affaire gagnée ou chronique publiée, était mon véritable triomphe. Quelques mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que la vie d'Antoine s'était effondrée. Sa réputation professionnelle était au plus bas après avoir brusquement quitté le cabinet. Ses amis, ceux qui avaient toujours été plus amis de son nom de famille que de lui-même, ont commencé à l'éviter. Et sa mère, cette femme si fière et contrôlante, était devenue une paria, même dans son cercle social. Je n'ai pas ressenti de joie face à sa chute. J'ai simplement éprouvé une libération, comme si le dernier nœud qui me liait à cette vie antérieure s'était enfin dénoué. Un après-midi d'octobre, alors que je savourais un café sur une terrasse de la place des Vosges, observant les touristes et sentant le tiède soleil d'automne sur mon visage, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais que trop bien, Antoine. J'ai hésité avant de répondre. Près de 8 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et nous n'avions pas échangé un mot depuis. Toute communication s'était faite par avocat interposé, froide et strictement professionnelle. Que pouvait-il bien vouloir maintenant? Finalement, la curiosité l'emporta sur la prudence. « Allô ?» répondis-je, essayant de rendre ma voix neutre. « Amélie. » Sa voix semblait différente, plus mince, en quelque sorte. « J'ai besoin de te voir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Antoine. » J'ai remué mon café avec la petite cuillère, observant comment se formait un petit tourbillon. « Tout est réglé légalement. Il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît. » Il y avait un désespoir dans son ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Juste une fois, je te le promets. J'ai soupiré profondément. Je ne lui devais rien. Me suis-je rappelé? Pas même cette conversation. Mais une partie de moi, la partie qui se souvenait encore de l'Antoine des premiers jours, celui qui me faisait rire aux larmes, voulait lui donner cette dernière chance. 1 heure, cédai-je finalement. Demain à 17h, au jardin du Luxembourg, près du bassin. Merci, dit-il, et je pus entendre le soulagement dans sa voix. J'y serai. Le lendemain, je suis arrivée avec 10 minutes de retard exprès. Une petite rébellion, un rappel pour nous deux que je ne vivais plus selon ses attentes. Je l'ai trouvé assis sur un banc, regardant les touristes qui ramènent maladroitement sur les barques du bassin.
Je ne m'étais pas préparée à ce que j'ai vu. Antoine, toujours si impeccable, si soigneusement arrangé, semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Il avait perdu du poids. Son visage affichait une barbe négligée, et ses yeux qui m'avaient autrefois paru si magnétiques, luisaient maintenant d'un éclat terne et étaient cernés. « Salut !» dis-je en m'asseyant à côté de lui, mais en gardant une distance prudente. « Tu es venu » répondit-il, comme si jusqu'au dernier moment il en avait douté. « Tu as dit que c'était important. » Il a hoché la tête, regardant ses mains. J'ai remarqué qu'il ne portait plus la montre de luxe que sa mère lui avait offerte à la fin de ses études. À sa place, une marque pâle sur son poignet témoignait de son absence. « J'ai suivi une thérapie », commença-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha des touristes et les rires des enfants. « Depuis ce qui s'est passé. » Je n'ai rien dit, attendant qu'il continue. « Le thérapeute dit que j'ai une dépendance affective sévère. » Il laissa échapper un rire amer. « Apparemment, j'ai cherché l'approbation de ma mère toute ma vie, au détriment de tout le reste, même de toi. » « Ça ne me surprend pas, » répondis-je, sans cruauté mais avec honnêteté. « Je l'ai toujours su, Antoine. J'espérais juste qu'un jour tu t'en rendrais compte toi aussi. » Il a hoché lentement la tête. Je m'en suis rendu compte trop tard. Il fit une pause, comme pour rassembler son courage. La nuit du mariage, après ton départ, j'ai eu une terrible dispute avec ma mère. Pour la première fois de ma vie, je lui ai crié dessus. Je lui ai dit des choses que je gardais en moi depuis des années. Et comment a-t-elle réagi ? Demandai-je, sincèrement curieuse. Comme tu t'y attendrais. D'abord le déni, puis la fureur. Elle m'a menacée de me déshériter, de ruiner ma carrière. Elle a dit que sans elle, je n'étais personne. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et le pire, c'est qu'elle avait raison. Sans elle, sans son influence, sans son approbation constante, je me sentais perdue. C'est pourquoi j'ai démissionné du cabinet. Je ne pouvais pas affronter les gens, les regards, les commentaires. Je me sentais nue. J'ai ressenti une pointe de compassion, mais je me suis forcée à rester sur mes gardes. Antoine avait toujours été habile à manipuler les émotions, même s'il n'en était pas toujours conscient. Et maintenant, demandai-je, maintenant j'essaie de me reconstruire, de découvrir qui je suis vraiment, sans l'ombre de ma mère. Il leva les yeux, et pour la première fois depuis que nous étions assis, nos regards se sont croisés. J'ai arrêté de lui parler. Complètement. Le thérapeute dit que c'est nécessaire, du moins pour l'instant. Ça m'a surprise. Antoine sans sa mère, c'était comme imaginer la mer sans sel. Ça a dû être difficile, commentai-je. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Il sourit faiblement, mais aussi la plus libératrice. Nous sommes restés silencieux un moment, observant une famille qui essayait de convaincre son petit garçon que les canards n'allaient pas le manger. « Je ne suis pas venu te demander de revenir avec moi », dit finalement Antoine, rompant le silence. « Je sais que c'est impossible, et probablement le mieux pour toi. »« Alors pourquoi sommes-nous ici ?» demandai-je directement. « Parce que j'avais besoin de te dire que tu avais raison, sur tout, sur moi, sur ma mère, sur nous. » Sa voix s'est légèrement brisée. « Et parce que j'avais besoin de te demander pardon, même si je sais que je ne le mérite pas. » Je l'ai regardé, étudiant son visage. L'Antoine que j'avais connu n'aurait jamais admis avoir tort, encore moins demandé pardon. Cet Antoine-là aurait trouvé le moyen de retourner la situation, de me faire sentir que c'était moi qui devais m'excuser. Cet homme en face de moi semblait différent. Brisé, oui, mais aussi plus authentique que je ne l'avais jamais vu. « Je te pardonne, Antoine », dis-je finalement, me surprenant moi-même par la sincérité de mes paroles. Pas pour toi, mais pour moi, parce que porter de la rancœur est épuisant, et j'ai déjà dépensé trop d'énergie pour nous. Il a hoché la tête, une larme solitaire coulant sur sa joue mal rasée. « Merci », murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demandai-je, plus par politesse que par réel intérêt. « Je pars à Lyon », répondit-il. Un ami de l'université a un petit cabinet là-bas. Rien de glamour, des petites affaires, des clients normaux, mais c'est un début. « Ça a l'air bien », dis-je, et je le pensais sincèrement. Un nouveau départ. Il s'est levé, mettant les mains dans les poches d'une veste qui semblait trop grande pour son corps maintenant plus mince. Je devrais y aller. Mon train part dans 2 heures. Je me suis levée aussi, gardant mes distances. Bonne chance, Antoine. Tu n'en as pas besoin,
sourit-il faiblement. Tu as toujours été la plus forte de nous deux. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. Alors j'ai simplement hoché la tête. Adieu, Amélie. Il a fait un pas vers moi, comme s'il envisageait la possibilité d'une étreinte, mais il a ensuite semblé y réfléchir à 2 fois et a simplement incliné la tête. Adieu, Antoine. Je l'ai regardé s'éloigner, sa silhouette de plus en plus petite dans la foule du parc, jusqu'à ce qu'il disparaisse finalement. Je n'ai ressenti ni nostalgie, ni regret, ni même cette satisfaction vengeresse que j'avais parfois imaginé ressentir en le voyant vaincu. J'ai seulement ressenti la paix. Ce soir-là, j'ai écrit ma chronique la plus personnelle à ce jour. J'ai parlé du pardon, non pas comme un cadeau que nous faisons à celui qui nous a blessés, mais comme un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, sur la façon dont parfois, les personnes qui nous ont causé la plus grande douleur peuvent aussi nous enseigner les leçons les plus précieuses. J'ai terminé par une réflexion sur les nouveaux départs, sur la façon dont chaque fin contient les germes de quelque chose de nouveau. La réponse fut écrasante. Des centaines de commentaires, d'emails, de messages, des femmes et quelques hommes partageant leurs propres histoires de pardon, de libération, de reconstruction. C'est alors que j'ai pris une décision que j'envisageais depuis un certain temps. La semaine suivante, j'ai révélé mon identité en tant que la fiancée rebelle. Ce ne fut pas une décision impulsive. J'ai d'abord parlé à Romain, mon patron, lui expliquant la situation. À ma surprise, non seulement il m'a soutenue, mais il m'a encouragée. « Vous êtes une excellente avocate, Amélie, » dit-il. « Mais vous avez aussi un don pour entrer en contact avec les gens, pour qu'ils se sentent écoutés. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas être les deux. » Avec sa bénédiction, et après avoir consulté ma famille et mes amis les plus proches, j'ai publié un article intitulé « La femme derrière la fiancée ». J'ai inclus une photo de moi, souriante, sans maquillage, sans prétention, et j'ai raconté mon histoire complète, depuis le début. La répercussion fut immédiate. Des interviews à la radio, à la télévision, des invitations à des congrès sur les droits des femmes. Soudain, je suis devenue une sorte de symbole pour beaucoup, une preuve vivante qu'il était possible de se reconstruire après une trahison, que la dignité n'avait pas de prix. 1 mois après avoir révélé mon identité, j'ai reçu une lettre, une enveloppe élégante, avec une calligraphie que j'ai reconnue instantanément. Madame Éléonore. Un instant, j'ai envisagé de la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta sur la méfiance. À l'intérieur se trouvait une note brève, écrite sur du papier de qualité, avec un parfum cher qui m'a instantanément transportée à ces dîners inconfortables chez elle. « Mademoiselle Dubois », commençait-elle, aussi formelle que toujours. « J'ai suivi votre trajectoire récente avec intérêt. Je dois admettre que votre résilience et votre détermination m'ont surprise. Peut-être vous ai-je mal jugé. Mon fils va mieux sans moi, comme vous l'avez toujours su. Et j'apprends à vivre avec cela. Je vous souhaite du succès dans vos entreprises. Respectueusement, Éléonore Moreau. » J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant le venin caché, la menace voilée, la manipulation subtile. Mais je n'ai rien trouvé. Elle semblait sincère, ou du moins aussi sincère que pouvait l'être une femme comme elle. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Ce chapitre de ma vie était clos, et je n'avais aucune intention de le rouvrir, même pour un échange de correspondance courtois. Au lieu de cela, j'ai continué à avancer. L'affaire Martinez s'est conclue par une victoire historique pour les travailleurs. Ma chronique est devenue un livre, qui s'est rapidement classé parmi les meilleures ventes. J'ai commencé à donner des conférences dans les lycées sur les relations saines et l'estime de soi. Et le plus important, j'ai déménagé dans un appartement près de la mer, à Nice. Un endroit lumineux, avec de grandes fenêtres et une terrasse où chaque matin je buvais mon café en écoutant le murmure des vagues. J'ai adopté un chien, un adorable bâtard qui avait été abandonné et qui m'accueillait chaque soir comme si j'étais la personne la plus importante du monde. J'ai recommencé à peindre, une passion que j'avais abandonnée pendant ma relation avec Antoine. Ma vie n'était pas parfaite. J'avais encore des jours difficiles, des moments de doute, des nuits d'insomnie. Mais elle était à moi. Chaque décision, chaque succès, chaque échec, tout m'appartenait. Et cette liberté, cette autonomie, valait plus que n'importe quelle alliance ou nom de famille prestigieux. Un après-midi, alors que je me promenais sur la plage avec mon chien, j'ai rencontré un groupe de jeunes femmes qui célébraient un enterrement de vie de jeune fille. La mariée, avec son voile et son écharpe proclamant « Future Madame Durand »,
m'a souri en passant. « Félicitations » lui ai-je dit sincèrement. « Merci » répondit-elle, rayonnante de bonheur. Puis elle plissa les yeux, comme si elle me reconnaissait. « Attendez, vous êtes Amélie Dubois, la fiancée rebelle ?» J'ai hoché la tête, un peu surprise d'être reconnue sur la plage, les cheveux en bataille à cause du vent et sans une once de maquillage. « J'adore votre livre » s'exclama-t-elle. Je l'ai lu juste après que Julien m'ait demandé en mariage. Il m'a aidé à avoir une conversation très nécessaire avec lui sur les attentes et les limites. Elle m'a regardée avec un mélange d'admiration et de gratitude. « Merci d'être si courageuse. » Je lui ai souri, émue par sa sincérité. « Vous l'êtes aussi, l'assurai-je. Rappelez-vous simplement, le véritable amour ne vous demande jamais de vous faire petite. » Elle a hoché la tête sérieusement, malgré l'ambiance festive autour d'elle. Je m'en souviendrai. En reprenant ma promenade, j'ai pensé à quel point le destin était étrange. Si je n'avais pas vécu cette humiliation publique, si je n'avais pas eu le courage de dire « tu es renvoyé » au moment précis, je n'aurais jamais trouvé cette nouvelle version de moi-même. Je n'aurais jamais touché la vie de cette future mariée, ni celle de milliers d'autres femmes. Parfois, nos pires expériences contiennent le germe de notre plus grande force. Et parfois, la fin d'un rêve n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Une vie authentiquement nôtre. Maintenant, quand quelqu'un me demande pourquoi je ne me suis jamais mariée, je souris. Parce que j'ai déjà eu le mariage le plus important de ma vie, réponds-je. Celui où je me suis mariée à ma liberté. Cela les déconcerte toujours, mais je n'ai pas besoin qu'ils comprennent. Ce jour-là, lors de mon mariage ruiné, je n'ai pas perdu un mari. Je me suis trouvée moi-même. 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit où je suis sortie de cet hôtel particulier avec ma robe trempée de champagne et le cœur brûlant de détermination. 5 ans qui semblent une vie entière, tant ils ont été différents de ce que j'avais autrefois imaginé pour moi. Mon livre, La fiancée qui a dit non, en est à sa 8e édition et a été traduit en 12 langues. Les lettres et les messages continuent d'arriver, des histoires de femmes et de quelques hommes qui ont trouvé le courage de rompre avec des relations toxiques, d'établir des limites, de se valoriser au-dessus des attentes des autres. Le cabinet m'a proposé de devenir associée l'année dernière. J'ai accepté, devenant la plus jeune associée de l'histoire du cabinet. Ma spécialité reste le droit du travail, mais j'ai élargi ma pratique pour inclure des cas de discrimination fondés sur le sexe et de harcèlement. Chaque victoire devant les tribunaux ressemble à un petit pas vers un monde plus juste. Mon appartement à Nice est devenu un véritable foyer. Les murs, autrefois nus, sont maintenant couverts de mes peintures et de photographies de mes voyages. Toby, mon chien, n'est plus un chiot effrayé, mais un compagnon loyal qui m'accueille chaque soir avec un enthousiasme inconditionnel. Je maintiens une relation cordiale avec mes ex-beaux-parents, bien que limitée à des rencontres occasionnelles. Je reçois parfois des nouvelles d'Antoine par des amis communs. Il s'est marié il y a 2 ans avec une professeure de yoga à Lyon. Ils ont un bébé. D'après ce que j'ai entendu, c'est un homme différent maintenant, plus sûr de lui, plus indépendant. Je suis sincèrement heureuse pour lui. Nous méritons tous la chance de nous réinventer. Ce matin, alors que je préparais ma présentation pour un congrès sur l'autonomisation des femmes à Aix-en-Provence, je me suis arrêtée pour regarder le voile de mariée que je conserve encadré dans mon bureau. Il ressemble à un étrange trophée, peut-être même un peu morbide. Mais pour moi, il représente le moment exact où j'ai cessé d'être un personnage secondaire dans ma propre histoire. Parfois, lorsque je donne des conférences dans des universités ou des centres communautaires, on me demande si j'ai peur de rester seule. C'est une question qui en dit plus sur celui qui la pose que sur moi. Comme si la solitude était le pire destin possible pour une femme, pire même qu'une vie de compromis et d'autodégradation. Je ne suis pas seule, réponds-je toujours. Je suis avec moi-même, et il se trouve que j'apprécie beaucoup ma propre compagnie. Ce n'est pas que j'ai renoncé à l'amour. J'ai eu des relations ces dernières années, certaines plus significatives que d'autres. Il y a même eu un homme, Michel, un architecte aux yeux bienveillants et aux mains fortes, avec qui j'ai partagé près de 2 ans de ma vie. Nous nous sommes séparés amicalement lorsque son travail l'a emmené en Amérique du Sud. Parfois, nous nous écrivons, partageant des nouvelles et de bons vœux. Toutes les fins ne doivent pas être douloureuses. Ce que j'ai appris, c'est que l'amour ne doit être ni une cage, ni un champ de bataille.
Le véritable amour est expansif. Il ne vous rend pas plus petite, mais plus grande. Et si quelqu'un vous demande de réduire votre lumière pour que la sienne brille davantage, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en affection. Cet après-midi, alors que je finissais de faire ma valise pour mon voyage à Aix-en-Provence, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Hélène, mon amie, celle qui était à mes côtés cette nuit du mariage raté. « Amélie !» s'exclama-t-elle avec une émotion évidente. « Tu ne vas jamais le croire. Que se passe-t-il » demandai-je, gagné par son enthousiasme. « Netflix veut adapter ton livre, en série. » Je suis restée sans voix un instant. « Tu plaisantes ?»« Pas du tout. Une productrice m'a appelé ce matin. Ils veulent te rencontrer à ton retour d'Aix. Ils disent que ton histoire a tous les éléments. Drame, autonomisation, rédemption. » Je n'ai pas cherché la rédemption, lui ai-je rappelé, bien que je n'ai pu m'empêcher de sourire à cette idée. « Tu sais comment sont ces choses, » répondit Hélène en riant. « L'important, c'est qu'ils veulent te raconter ton histoire. Notre histoire, en fait. Parce que j'y figure aussi, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, » l'assurai-je. « Sans toi, je serais probablement retournée en pleurant dans les bras d'Antoine cette même nuit. »« Tu ne l'aurais pas fait, » dit-elle fermement. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu l'as toujours été. » Après avoir raccroché, je suis restée à réfléchir à ces mots. Étais-je vraiment forte, cette Amélie d'il y a 5 ans ? Ou étais-je simplement arrivée à un point où la douleur de rester était plus grande que la peur de partir ? Peut-être que la vraie force ne réside pas dans les grands gestes dramatiques, comme abandonner un mariage en pleine crise, mais dans les petites décisions quotidiennes. Se lever chaque matin et choisir de se respecter, d'établir des limites claires, d'embrasser l'incertitude de son propre chemin au lieu de la fausse sécurité du chemin tracé par d'autres. Parfois, je pense à cette Amélie qui rêvait d'un mariage parfait, d'un mari qui la protégerait, d'une vie qui suivrait le scénario préétabli. Je ne la juge pas. Je comprends ses aspirations, ses peurs, son désir de s'intégrer, mais je suis infiniment heureuse d'avoir évolué au-delà d'elle. La nuit dernière, j'ai fait un rêve récurrent. Un rêve qui m'a visité occasionnellement ces dernières années. Je suis de nouveau à mon mariage, avec la robe blanche et le bouquet à la main. Mais cette fois, quand Madame Éléonore me lance son champagne, le liquide s'arrête en l'air, suspendu comme sur une photographie, et je le contourne simplement, intacte, souriante, et je continue à marcher vers une porte qui s'ouvre sur un paysage lumineux que je ne peux pas distinguer clairement, mais qui me remplit d'une attente joyeuse. Je ne suis pas psychologue, mais il n'est pas nécessaire de l'être pour interpréter ce rêve. C'est mon esprit qui me rappelle que les humiliations, les obstacles, les moments de douleur, tout est temporaire. Nous pouvons rester coincés en eux, leur permettant de définir notre histoire, ou nous pouvons les contourner et continuer à avancer vers ce paysage lumineux qu'est notre vie à découvrir. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre particulière. Elle venait d'une femme âgée de Rouen, qui me racontait qu'elle avait quitté son mari après 42 ans de mariage. « Il n'est jamais trop tard pour se sauver soi-même », a-t-elle écrit d'une calligraphie tremblante mais décidée. « Merci de m'avoir montré que j'avais encore des options. » Cette lettre m'a fait pleurer, non pas de tristesse, mais d'un sentiment complexe qui mêle gratitude, humilité et la profonde conscience que nos histoires personnelles, lorsque nous les partageons honnêtement, peuvent devenir des phares pour d'autres. Ce week-end, à Aix-en-Provence, je parlerai devant des centaines de femmes de mon expérience. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je ne suis ni une gourou de l'autonomisation, ni une experte en relations. Je suis juste une femme qui un jour a décidé que sa dignité valait plus que n'importe quelle alliance, que sa voix était trop importante pour être réduite au silence, que sa vie était trop précieuse pour être vécue à l'ombre des autres. Je leur raconterai le champagne sur mon visage et le rire d'Antoine. Je leur parlerai de la peur paralysante que j'ai ressentie en me voyant seule, sans l'avenir que j'avais prévu. Je leur décrirai la liberté indescriptible de me réveiller chaque matin, en sachant que chaque décision, chaque succès, chaque faux pas est entièrement mien. Et surtout, je leur dirai ce que j'ai appris ces 5 dernières années, que la fin d'un rêve n'est pas la fin de la vie. Parfois, c'est juste le début d'une réalité beaucoup plus belle que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Il y a encore des jours où je me souviens du champagne, du silence, de la piqûre de la trahison. Mais ils ne font plus mal. Ils me rappellent le chemin parcouru. J'écris, je parle,
Je vis avec une plénitude qu'aucune bague n'aurait jamais pu me donner. Il fut un temps où je pensais que l'amour signifiait sacrifice. Maintenant, je sais que le véritable amour, l'amour de soi, l'amour des autres, commence par moi. Mon histoire ne parlait pas de chagrin d'amour, elle parlait d'éveil. Et, en ce qui me concerne, ce fut la fin la plus heureuse que j'aurais jamais pu imaginer. Cet après-midi, avant de finir de faire ma valise pour Aix-en-Provence, j'ai sorti de ma boîte à bijoux la bague de fiançailles qu'Antoine m'a donnée il y a si longtemps. Je l'ai gardée, non par sentimentalisme, mais comme rappel. Je l'ai regardée briller sous la lumière du coucher de soleil niçois, me souvenant comment j'avais cru autrefois que ce petit cercle d'or et de diamants représentait ma valeur, mon succès en tant que femme. Maintenant, je la vois pour ce qu'elle est réellement. Simplement une bague. Jolie, oui. Précieuse peut-être. Mais incapable de conférer bonheur, dignité ou but. Ces choses doivent venir de l'intérieur. Je l'ai rangée à nouveau, j'ai fermé ma valise et je me suis préparée à partir pour Aix-en-Provence. Demain, devant des centaines de femmes, je raconterai à nouveau mon histoire. Non pas comme une tragédie, mais comme ce qu'elle est réellement. Une histoire de renaissance. Parce que c'est ce qui s'est passé cette nuit-là, il y a 5 ans, quand le champagne a trempé ma robe et que les rires cruels ont rempli mes oreilles. Ce ne fut pas la fin de ma vie, comme je l'ai craint dans un instant de panique. Ce fut le début d'une vie beaucoup plus authentique et pleine. Parfois, je pense à cette Amélie à la robe ruinée, au maquillage coulant et à la fierté blessée. Je veux lui dire que tout ira bien. Plus que bien, en réalité. Que ce qui ressemble à un désastre est en réalité une libération. Que ceux qui la blessent lui rendent, sans le savoir, le plus grand service. Mais il n'est pas nécessaire que je le lui dise. Elle le sait déjà. À l'instant même où elle a dit « Tu es renvoyé », elle le savait déjà. Peut-être l'a-t-elle toujours su, attendant juste le moment exact pour le reconnaître. Et maintenant, 5 ans plus tard, alors que je ferme la porte de mon appartement et que je me dirige vers une nouvelle aventure, je porte en moi cette certitude que le plus beau jour de ma vie n'a pas été le jour de mon mariage raté, ni le jour où j'ai publié mon livre, ni même le jour où j'ai été nommée associée du cabinet. Le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui et demain. Et chaque jour où je choisis d'être fidèle à moi-même, où je me lève et décide, une fois de plus, d'être la protagoniste de ma propre histoire.